sommaire de cette édition, au Burundi, au moins 3 civils ont été blessés par l'explosion de grenades ce jeudi soir dans la ville de Muramvya. Cet incident intervient 3 jours après des attaques similaires à Bujumbura. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a l'intention de confier le poste de Premier ministre au mouvement de contestation du M5 RFP. C'est ce qu'ont affirmé avec certitude des représentants du mouvement. Et puis les présidents sud-africains et français ont affirmé à l'unisson que les brevets sur les vaccins anti-Covid ne doivent en rien être un frein à l'immunisation des populations. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au moins 3 civils ont été blessés par l'explosion de grenades ce jeudi soir dans la ville de Muramvya, au centre du Burundi, a-t-on appris ce vendredi auprès de témoins et d'une source administrative. Cette attaque intervient 3 jours après celle similaire à Bujumbura. 2 grenades ont explosé juste après 19 h près d'un bar de Muramvya, alors que des gens étaient attablés. Dieu nous a protégés car il n'y a eu que 3 blessés, dont un grièvement, a déclaré sous couvert d'anonymat l'un des témoins interrogés par l'AFP. Cette information a été confirmée par une source administrative qui a précisé que les criminels ont profité d'un moment où le courant venait d'être coupé pour commettre leur forfait. On n'a pas pu les arrêter, mais des opérations de ratissage ont été lancées pour tenter de les retrouver, a ajouté cette source. De nombreux soldats et policiers ont, selon des témoins, été déployés, fouillant passants et véhicules. Mardi soir, à la même heure, 3 attaques simultanées à la grenade ont visé des arrêts de bus de Bujumbura, la capitale économique, faisant, selon les sources, entre 2 et 7 morts, ainsi que des dizaines de blessés. Après les attaques de mardi, le gouvernement a déclaré que ces dernières avaient pour objectif de ternir l'image du Burundi au moment où le pays accueille la 51e réunion du comité consultatif permanent de l'ONU chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. À Muramvya, au moins 12 personnes, dont un officier supérieur de l'armée, ont déjà été tuées début mai dans une embuscade tendue par un groupe armé non identifié. Les autorités n'ont jusqu'ici pas communiqué sur les résultats des enquêtes concernant des attaques de ce type, mais de nombreux militaires retraités des ex-forces armées, l'ancienne armée burundaise à dominante Tutsi, a soupçonné d'appartenir au groupe rebelle Red Tabara, ont récemment été arrêtés, selon des témoins interrogés par l'AFP. La Cour constitutionnelle malienne a déclaré ce vendredi le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de transition du pays, parachevant le 2e coup d'État conduit par l'officier et les militaires en 9 mois. Dans un arrêt diffusé ce vendredi, la Cour constitutionnelle constate la vacance de la présidence de transition en raison de la démission du président Bandao. L'arrêt stipule qu'en conséquence, le vice-président, le colonel Goïta exerce les fonctions, attributs et prérogatives de président de la transition pour conduire le processus de transition à son terme et qu'il portera le titre de président de la transition, chef de l'État. L'ancien commandant de bataillon des forces spéciales occupera ses fonctions jusqu'au terme de la transition, dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et parlant toujours d'Assimi Goïta, il a l'intention de confier le poste de Premier ministre au mouvement de contestation du M5 RFP. C'est ce qu'ont affirmé avec certitude des représentants du mouvement en conférence de presse. Le colonel malien Assimi Goïta a dit vendredi son intention de former un gouvernement autour d'un collectif qu'il avait marginalisé, tâchant de rallier les soutiens intérieurs. Dans les jours à venir, le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large consultation entre les différents groupements en vue de mettre en place un gouvernement de consensus et d'inclusivité, a dit le colonel Goïta en estimant qu'il fallait choisir entre le rassemblement et les guerres clandestines. L'homme fort du Mali a demandé devant les principaux acteurs politiques et civils du pays réunis à Bamako que le poste de Premier ministre revienne au M5 RFP, le collectif qui avait mené en 2020 des mois de contestation parachevés par le putsch d'août qui avait été laissé à l'écart des institutions de transition. Pour la première fois, je le dis de façon officielle, parce que c'était sur tous les réseaux sociaux,
le vice-président Assimi Goïta l'a dit de façon solennelle que officiellement le poste de Premier ministre de la République du Mali revenait au M5 RFP. Le nom qui a été donné, ce n'est pas tabou, ce n'est pas quelque chose de caché, c'est le docteur Choguel. Le M5 RFP reste mobilisé, déterminé et vigilant face à l'évolution de la situation et soutient la dynamique de rectification en cours pour jeter les bases de la refondation du Mali. Depuis que le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane ont été démis lundi par Goïta, ce sont les cautions civiles de la transition post-putsch qui ont été écartées. On reste toujours au Mali où les dirigeants ouest-africains se réuniront dimanche prochain au Ghana. Au menu, la situation politique au Mali. Selon des sources diplomatiques, il sera question d'examiner la réponse à apporter au nouveau coup de force perpétré par les militaires dans ce pays. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, devrait être consacré exclusivement au Mali, ont indiqué ces diplomates s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Le sommet pourrait examiner la question de sanctions. Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est rendue cette semaine au Mali, avait évoqué cette éventualité lors d'un prochain sommet. La CEDEAO avait suspendu le Mali de tous ses organes de décision, fermé les frontières de ses États membres et stopper les échanges financiers et commerciaux avec le Mali, à l'exception des produits de première nécessité, après le coup d'État perpétré le 18 août 2020 par les mêmes colonels maliens. Elle avait levé les sanctions après la désignation d'un président et d'un premier ministre civil et l'engagement de la part des militaires de rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Ce sont ces mêmes présidents et premiers ministres que l'homme fort malien, le colonel Assimi Goïta, a écarté lundi pour reprendre entièrement les commandes. Je le disais en titre, les brevets sur les vaccins anti-Covid ne doivent en rien être un frein à l'immunisation des populations, ont affirmé à l'unisson les présidents sud-africains et français lors d'une visite d'Emmanuel Macron vendredi à Pretoria dans la foulée de son voyage au Rwanda. Partout où les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid constituent un obstacle pour l'accès mondial à la lutte contre la pandémie, ils doivent être levés, a-t-il affirmé. L'Afrique du Sud et l'Inde mènent une campagne pour un renoncement aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus afin que chaque pays puisse produire des doses. Les brevets ne doivent être en rien un frein, a affirmé Emmanuel Macron au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, se disant finalement d'accord pour demander une levée temporaire des droits, même si la priorité reste le transfert de technologie. Jusqu'à présent, le président français plaidait pour des exemptions sur les brevets sur le modèle de celles décidées pour les traitements anti-sida permettant aux pays en crise de fabriquer des médicaments génériques moins chers. Nous avons besoin d'un prix réglementé pour ces doses. C'est ce que nous faisons dans notre pays. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les pays pauvres et les pays émergents payent probablement beaucoup plus que les pays riches. Nous sommes fous. Le premier combat à mener est donc de s'unir si nous faisons équipe, Afrique et Européens, juste pour dire. Nous avons besoin d'une tarification commune. Nous avons besoin de transparence sur la tarification. Just to say, we need a common pricing. We need transparency on the pricing. Clear, wherever intellectual Partout où les droits de propriété intellectuelle constituent un obstacle pour l'accès mondial à la lutte contre la COVID-19, ils doivent être levés.
Une déclaration à l'unisson de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour qui l'Afrique ne peut pas continuer à patienter dans la file d'attente pour les vaccins. En retard sur le reste du monde, l'Afrique du Sud n'a vacciné qu'1% de sa population de 59 millions et sa campagne d'immunisation des personnes âgées n'a démarré que la semaine dernière. Et puis pour finir cette édition, au Nigeria, des familles commencent à enterrer les victimes d'un naufrage, l'un des plus meurtriers de ces dernières années. Les sauveteurs continuent de sortir des corps du fleuve Niger dans le nord-ouest du pays. Reportage. Les sauveteurs nigérians ont sorti jeudi une quarantaine de corps du fleuve Niger où un bateau a chaviré la veille avec à son bord plus de 180 passagers dont la plupart sont portés disparus et présumés morts noyés. Les survivants et les autorités locales affirment que seuls 20 passagers ont été retrouvés vivants mercredi lors des opérations de sauvetage. Le nombre de morts pourrait donc s'élever à 160. 9 corps de plus ont été repêchés, portant à 45 le nombre de corps retrouvés. La recherche continue, a déclaré à l'AFP Aboubakar Chehou, un responsable local qui supervise les opérations depuis la rive du fleuve. Durant la saison des pluies, les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus. Le naufrage de mercredi est cependant l'un des plus meurtriers de ces dernières années. Ce bateau en bois et en mauvais état transportait plus du double de passagers autorisés, selon les autorités. Il s'est cassé en deux une heure après son départ d'une ville de l'État du Niger au centre, à destination de Ouara, dans l'État de Kebbi, au nord-ouest. Le navire transportait aussi une cargaison de sacs de sable extraits d'une mine d'or voisine, avait affirmé le responsable administratif du département de Nkasi, dans l'État de Kebbi, Abdoulaye Bouhari Ouara. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.